Bonjour à tous et bienvenue à ce débrief comme tous les dimanches 14h45 et comme je voulais un petit peu teaser avec le trailer du mardi, aujourd'hui nous allons parler de la double panne moteur sur bimoteur de ligne. Donc 4 chapitres que nous allons étudier aujourd'hui. Dans le premier temps ça va être le pourquoi. Pourquoi est-ce que sur un bimoteur à 320, 737, Dreamliner, à 330, à 350, on aurait une double panne moteur? Qu'est-ce qui fait la panne moteur et pourquoi? Donc ça va être le chapitre numéro 1. Dans un deuxième temps, les réactions, les PNT, personnel navigant technique, l'équipage qui est à l'intérieur du cockpit, de conduite comme on dit, quelle va être leur réaction face à cette double panne moteur. Ensuite, dans un troisième temps, nous allons regarder est-ce que c'est déjà arrivé, une double panne moteur sur un bimoteur de ligne, et 4 petits exemples qu'on va étudier très rapidement. Et ensuite, derrière, en numéro 4, la transatlantique. Imaginons que ça arrive sur une transatlantique. Et pour ce faire, je vais dans un premier temps vous parler des TOPS, qui sont un petit peu la réglementation pour pouvoir traverser l'Atlantique Nord. Ensuite, on va parler des TRAX, de comment est-ce qu'on traverse l'Atlantique Nord. Et ensuite, derrière, on va parler un tout petit peu de Search and Rescue, recherche et sauvetage, et également des bateaux. Vous allez voir, il y a 2-3 petites choses à anticiper. Si ça vous va, eh bien, accrochez-vous. On est parti. Prenez votre café. Et n'hésitez pas à regarder les liens que je vous ai mis en dessous. Il y a at.teachable qui est un site sur lequel vous avez accès à du contenu vidéo à la demande où je vous parle de l'aéronaval, où je vous prépare à des entretiens, ça peut vous intéresser. Ou alors vous pouvez booker du coaching sur DCS ou de manière générale avec moi. Sinon, vous avez également le lien sur mon site web Combat Proven et également Débrief qui explique un petit peu ce que fait mon entreprise. Enfin, je suis plus que pilote de ligne. On fait pas mal de coaching, pas mal d'accompagnement, des formations professionnelles, des séminaires, tout genre de trucs et des webinaires forcément. Donc n'hésitez pas à regarder un petit coup d'œil là-dessus. Et il y a également le lien de mon livre Débrief, forcément, hein, le débriefing, qui est toujours en tête des ventes sur Amazon France dans la catégorie leadership. Donc merci beaucoup et j'arrête de vous embêter avec tout ça. Jingle. Alors, pourquoi est-ce que ce magnifique A320, là c'est un A320 Neo, que l'on voit dans Flight Simulator 2020, évolue au-dessus de l'Atlantique Nord, pourquoi est-ce qu'il pourrait se retrouver à avoir une panne moteur ou une double panne moteur? J'ai catégorisé tout ça en 4 sous-chapitres. Le premier, c'est le moteur en lui-même. Ben oui, imaginez le moteur a un souci d'huile, un incendie par exemple, ou alors un défaut de conception, ou alors un souci technique. Donc tout ça forcément c'est une probabilité d'occurrence qui est extrêmement faible. On a des avions et des moteurs qui sont extrêmement bien pensés, extrêmement bien réfléchis avec un nombre d'heures incroyable, donc un retour d'expérience qui est assez énorme. Et ce que vous savez peut-être pas, on va prendre l'exemple de Rolls-Royce, qu'ils ont un système qui s'appelle Flight Messenger, qui fait que le moteur que vous voyez là, eh bien, il communique avec son constructeur et également avec la maintenance, de manière à faire de la maintenance prédictive et toutes ces choses-là. Donc c'est assez incroyable. On a atteint un niveau de sécurité, un niveau de maintenance qui est assez extraordinaire. Donc vous êtes en vol, le moteur autodiagnostique, qu'il y a une certaine pièce qu'il va falloir changer, eh bien, sans même prévenir l'équipage, parce que c'est de la maintenance préventive et ça va prévenir les bureaux de maintenance et opposer. Les mécaniciens vous attendront pour faire le changement de pièce. Donc forcément, ça nous donne des équipements qui sont extrêmement fiables. Mais voilà, imaginez, il y a un souci d'huile ou une maintenance était mal effectuée sur les 2 moteurs au niveau de l'huile, vous avez un départ d'incendie, eh bien ça va impacter vos moteurs. Donc la première raison de perte, ça pourrait venir du moteur lui-même. La deuxième raison, ça viendrait du porteur de l'avion. Et oui, le porteur, lui, l'avion, il transfère du pétrole de ses réservoirs vers les moteurs. Sans essence, sans pétrole, forcément le moteur ne marche pas. Donc ce transfert de pétrole ou de fuel, eh bien s'il est interrompu, s'il y a une fuite, s'il n'y a plus de fuel, si le fuel est contaminé, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc forcément, s'il y a un souci d'approvisionnement en carburant ou en qualité de carburant, vous pouvez avoir une double panne moteur. Vous pouvez également avoir un souci d'interaction entre le poste de commandement, le cockpit. Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Et le moteur, par exemple un bouton ou autre, un souci qui fait que ça va déclencher des actions sur le moteur qui vont vous empêcher d'utiliser, ou alors eh bien, vous pouvez avoir une action volontaire de la part d'équipage. Dans le cas de la simulation que vous voyez derrière, dès le début de la vidéo, je suis venu couper les 2 moteurs volontairement pour vous démontrer qu'un avion ligne, ça plane très bien, et nous allons en reparler. L'avion là, il plane. Et oui. Il n'y a plus de moteur, il plane. Donc, ensuite, moteur, avion, on a l'extérieur, les chocs externes. On a vu récemment au Pakistan, si vous tapez la piste avec vos moteurs, les moteurs derrière, rapidement, ils vont lâcher et vous allez vous retrouver en double panne moteur. Donc un choc extérieur peut détruire vos moteurs. Également, un choc avec des oiseaux. Le cas de Sully, passé dans
dans une multitude d'oiseaux, eh bien ça peut avoir un impact et ça peut détruire vos moteurs, même si vos moteurs sont prévus pour résister à des poulets lancés dedans. Donc c'est assez costaud, mais voilà, s'il y a 500 oiseaux gigantesques, ça peut incapaciter vos moteurs. Et également, les cendres volcaniques. Les cendres volcaniques peuvent attaquer vos moteurs. Un Boeing 747 anglais a déjà fait du plané. Il a pu redémarrer les moteurs après parce qu'il a traversé un nuage de cendres volcaniques. Donc c'est bon à savoir, on les évite et on les a sur les cartes. Je vous ai parlé de 4 sous-chapitres. Le 4e, c'est des petites surprises. Et oui, avec la technologie, avec le café, ça peut avoir un impact. Un A350, suite au renversement de café sur la console centrale. Eh bien, une panne moteur. Il a perdu un moteur 15 minutes après qu'il s'est renversé du café. C'est un vol de Delta. Ils ont dû se dégager se dérouter sur Fairbanks alors qu'ils devaient aller à Séoul. Ce n'est pas un cas unique. Le café attaque en 15 minutes le moteur. Eh bien, le thé a mis 1 heure, mais un autre A350. Ils ont renversé du thé. Même endroit, console centrale, 1 heure après, un moteur s'est éteint, n'a jamais voulu redémarrer, ils ont dû se poser en N-1, comme on dit. Là, heureusement, c'est qu'un seul moteur qui a été impacté. Le souci a été résolu, normalement, depuis, heureusement. Mais vous voyez, les joies de l'informatique. Ok, donc ça, c'était le pourquoi. Et vous avez bien vu, principalement, ça va être de l'essence ou un événement extérieur. La réaction. Vous êtes en vol, comme ça, 37 000 pieds, tout va bien. Et là, vos moteurs s'éteignent. Eh bien, c'est prévu, je vous rassure. On a des SOP, Standard Operating Procedure. Ce sont des procédures qui viennent régir comment est-ce qu'on fonctionne en équipage, comment on fonctionne dans la compagnie, toutes ces choses-là. Et le cas de la double panne moteur ou le cas de la monopanne moteur est prévu. Vous avez également des checklists fournies par le constructeur qui sont retravaillées également par la compagnie en fonction de sa taille. Donc, vous allez pouvoir sortir la checklist et vous dire dans quel cas est-ce que je suis. Est-ce que je suis en croisière? Est-ce que je suis en montée? Est-ce que je suis en basse altitude, en moyenne altitude, en haute altitude? Est-ce que j'ai perdu un moteur? Pourquoi j'ai perdu ce moteur? On a une multitude de checklists. Par exemple, est-ce que j'ai ma panne moteur à cause du fait que j'ai plus de carburant? Dans ce cas-là, c'est pas la peine d'essayer de redémarrer. Vous allez avoir une checklist différente de si vous avez une panne moteur mais que vous avez encore du carburant. Si vous avez un feu moteur, c'est une check différente de si vous n'avez pas de feu moteur, forcément. Donc vous allez choisir la bonne checklist et l'appliquer. Vous allez vous retrouver dans un cas où vous allez vous poser la question, voilà, est-ce qu'il me reste du pétrole? Est-ce que le moteur peut redémarrer? Est-ce que c'est dangereux de redémarrer mon moteur? Parce qu'il y a un risque d'explosion, des choses comme ça. Et ensuite, en gros, si vous êtes en haute altitude, vous allez descendre. Et pourquoi vous allez descendre? Parce qu'un moteur ne redémarre, ne se rallume pas super bien à 37 000 pieds parce qu'il y a moins d'air. Vous allez souvent descendre en dessous de 20 000 pieds pour retrouver des conditions de masse d'air qui vont vous permettre de redémarrer de manière efficace votre moteur. Et là, il y a souvent deux types. Il y a le redémarrage ou le rallumage. En gros, pour faire très simple, soit il y a ce qu'on appelle le windmill, le moteur qui tourne déjà et vous pouvez redémarrer sans faire tout un redémarrage comme au sol, soit vous le redémarrez avec presque la même procédure qu'au sol, avec par exemple l'APU ou avec une source d'électricité différente. Donc c'est deux types de redémarrage, de rallumage ou redémarrage légèrement différents. Encore une fois, ça dépend des conditions. Soit vous faites comme au sol, soit vous faites une procédure spéciale en l'air, un peu comme en voiture tout simplement, ou avec un avion hélice. Ensuite, vous avez le point extrêmement important qui est le Aviate, Navigate, Communicate. Donc au moment où vous avez cette panne moteur, on prend du recul et on pilote l'avion. On pilote l'avion dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas décrocher, on va avoir une perte de vitesse, on ne peut pas garder le palier, ça risquerait de faire décrocher l'avion, auquel cas il ne plane pas très bien. Pourquoi? Parce que pour pouvoir planer, l'avion il doit être à sa vitesse de finesse maximum. La finesse c'est quoi? C'est en gros le ratio entre votre capacité à planer et votre perte d'altitude. Ça c'est une unité. Un stylo c'est 1 km. Vous êtes en vol à 1 km de haut. Et là, eh bien, vous perdez votre moteur. Si vous avez un 747, vous voyez ce stylo, c'est 1 km. Pour perdre 1 km de hauteur, vous allez pouvoir effectuer 17 km d'avancement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait une petite pente toute fine. Si vous avez un 380, c'est du 20 pour 1. Si vous avez un Cessna, c'est plutôt du 10 pour 1. Si vous avez un Rafale avec une aile Delta, c'est pas grand-chose pour 1. Une navette spatiale, c'est très peu pour 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a cette capacité à planer. Mais pour pouvoir planer, il faut être à la bonne vitesse. Ce que chez Airbus, ils appellent le Green Dot, qui vous est donné par l'informatique. Sur dans le Flight Simulator, il y a un petit rond vert. Eh bien, ça vient vous dire, hey, ça c'est la bonne vitesse à prendre pour pouvoir planer de la manière la plus efficace possible. Dans la simulation qui est là, je n'étais pas à Green Dot, donc j'aurais pu rester en hover plus longtemps. Mais c'était vraiment pour vous montrer que ça marche et pour essayer d'avoir une simulation qui dure à peu près le temps de ma vidéo. Donc on a vraiment une capacité à planer, pour faire simple,
vous êtes à 12 km d'altitude, vous perdez vos deux moteurs, vous allez pouvoir faire une 150 km sans trop de soucis. Vous avez une finesse moyenne à peu près de 15 sans aucun souci avec un avion Lynx. Ce sont, vous avez vu la taille des ailes, des petits planeurs en fait. C'est pour ça qu'un avion Lynx décélère mal aussi, ça c'est un autre problème. Ok, donc vous avez ce planeur, vous allez pouvoir planer, aviate. Maintenant vous avez d'autres avions autour de vous, il va falloir se dégager. On en parlera un petit peu au-dessus de l'Atlantique sans leur rentrer dedans. Imaginez vous êtes sur l'autoroute, voie du milieu, vous perdez votre moteur. Vous décélérez, il va falloir se pousser sans rentrer dans les autres voitures autour de vous. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Donc aviate, après navigate, on va naviguer, on va bouger l'avion en dehors du trafic et ensuite on va essayer de viser un endroit qui nous intéresse et après derrière on va communiquer. Communiquer avec qui? Communiquer avec l'extérieur, le trafic aérien, déclarer une panne, bon, m'aider, m'aider, m'aider. Ensuite on va expliquer nos problèmes et communiquer avec les PNC, personnel navigant commercial, toutes les personnes derrière pour qu'ils puissent se préparer, briefer les gens, parce que votre objectif en tant que pilote de ligne, c'est la sécurité des passagers et de l'équipage. Il y a pas mal de communication à faire, pas mal de choses à gérer, mais heureusement, si je puis dire, si ça vous arrive au-dessus de l'Atlantique comme ça, eh bien, vous avez au moins 20 minutes, 30 minutes devant vous. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, et je vais pas être sectaire, on va prendre deux exemples Airbus, deux exemples Boeing. On va faire ça dans l'ordre chronologique. 1983, Air Canada, un Boeing 767, le planeur de Glimmy comme on l'appelle. Ils ont eu un souci entre refaire le plein en pounds ou en tonnes. Ils avaient des jaugeurs carburant qui étaient hors service. Ils ont fini en panne sèche au-dessus du Canada. Heureusement, le pilote commandant de bord était un ancien pilote de planeur. Il connaissait un terrain, ancienne base de la Royal Canadian Air Force pas loin. Ils ont réussi à planer et à s'y poser en toute sécurité. Personne n'a été blessé, même si c'est pas passé loin parce qu'il y a des gens sur la piste qui étaient transformés en terrain de sport automobile. Et ça s'est bien fini. Aucun blessé, enfin aucun mort. Un peu plus tard, 1988, un Boeing toujours 737, le TACA Flight 110. Ils étaient en vol, vous avez vu là les gros orages. Eh bien, en se rapprochant de la Nouvelle-Orléans, ils sont passés dans une grosse masse nuageuse. Et là, il y a eu tellement d'eau que ça a éteint, ça a fait un flame out au niveau des moteurs. Les deux moteurs se sont éteints et derrière ils ont tapé de la grêle qui a abîmé les moteurs. Quand ils ont essayé de redémarrer les moteurs ne redémarraient pas ou ne donnaient pas assez de puissance, ils chauffaient trop. Ils sont donc retrouvés à décider de se poser à l'ancienne comme un planeur. Ils sont venus se poser dans un canal et là au dernier moment ils ont vu une grande étendue d'herbe à côté. Le commandant de bord a décidé de se poser sur l'herbe à côté, ils se sont posés, personne n'a été blessé, l'avion a redécollé peu de temps après. Donc vraiment aucun souci, 737 posé, pas cassé comme on dit. En 2001, un A330 d'Air Transat, vous allez me dire encore c'est canadien, et oui ils sont partout, ils adorent le planeur. En 2001, ils ont plané plus de 20 minutes pour se poser finalement aux Açores avec un A330 qui avait eu une fuite carburant non détectée. Ils ont transféré le carburant vers les côtés de la fuite. Au final, ils ont fait une panne sèche, plus de moteur, un plané, un posé, comme on dit, positive landing bien viril à destination. Tout le monde a été sauvé. Aucun souci, le commandant de bord a pris sa retraite récemment, un vrai héros de l'aéronautique. En 2009, très médiatisé, Sully avec son A321, il décolle de LaGuardia, New York, et là, encore les Canadiens, les Canadian Goose, les oies canadiennes, rien à voir avec le Canada, mais ce sont des oies canadiennes, comme 3 fois le Canada dans ces exemples. Je suis franco-canadien, si vous ne le savez pas. Eh bien, les oies canadiennes ont heurté l'A320 du commandement de bord, le call sign était Sully, double panne moteur, et ils sont posés sur l'Hudson, encore une fois, 0 victime. 4 exemples d'avions de ligne qui finissent en plané complet avec 0 décès, donc n'ayez pas peur, et regardez ces images sur Flight Simulator, ça vole très bien, sans moteur. Donc n'ayez pas peur, tout se passe bien. Maintenant, on a parlé du pourquoi les moteurs peuvent se couper, donc vous avez vu principalement c'est lié à un événement extérieur ou alors à une panne de pétrole pour fuite ou souci d'approvisionnement. Vous avez vu les réactions, bien sûr des checklists, tout a été anticipé, on y est entraîné, on va faire preuve de bon sens, aviate, navigate, communicate, je reviens dessus dans mon livre. Ensuite derrière vous avez vu que c'est déjà arrivé dans l'histoire, Airbus ou Boeing. Et bien maintenant on va parler un petit peu d'un cas plus concret, la traversée de l'Atlantique. Donc vous voulez traverser l'Atlantique, pour ça il vous faut un avion certifié pour, qu'on appelle un avion ETOPS. ETOPS, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas simple, ça veut dire Extended Range Twin Engine Operation Performance Standard. Pour faire simple, c'est une certification qui doit être donnée à l'avion et à l'équipage, à l'opérateur, pour pouvoir vous éloigner à plus d'1 heure de vol
d'un terrain. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que vous serez à plus d'une heure d'un terrain, mais vous serez à plus d'une heure en panne moteur, sur un moteur. Donc forcément, ça veut dire que si vous perdez vos deux moteurs, vous ne pouvez pas y aller. Donc ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est qu'à partir du moment où vous vous éloignez d'un terrain de secours, il y a toute une réglementation qui rentre en jeu. Et pour pouvoir avoir droit de s'éloigner avec un avion ligne à plus d'une heure, à plus de 1h30, à plus de 2 heures ou à plus de 3 heures d'un terrain de secours, eh bien, il va falloir avoir une certification spécifique. Il va falloir prouver que votre avion est très sûr et que vous pouvez voler en monomoteur sans aucun souci pendant cette durée-là. Il faut également avoir un personnel formé et mettre en place des procédures particulières de maintenance, de préparation de vol et pour l'équipage. Exemple tout simple, vous avez un avion qui doit traverser l'Atlantique. Il y a une opération de maintenance à effectuer sur les deux moteurs avant de repartir. Le même mécanicien n'a pas le droit de faire l'opération de maintenance sur les deux moteurs. Ce n'est pas autorisé. Il faut que ce soit mécanicien A pour le moteur gauche et mécanicien B pour le moteur droit, parce que si le même mécanicien fait les erreurs des deux côtés, la même erreur, on peut se retrouver dans le cas où on a une double panne moteur et ça ne serait pas bon pour un vol ITOPS. Donc ça a été anticipé. Donc ITOPS c'est ETOPS, c'est une multitude de réglementations qui viennent s'assurer que vous pouvez traverser de l'Atlantique ou n'importe où, hein, ça marche aussi dans le Pacifique, vous pouvez vous éloigner à plus d'une heure de vol en monomoteur, donc c'est une vitesse réduite et une altitude réduite d'un terrain de secours. Donc ça ne se fait pas n'importe comment, donc déjà ça vient augmenter la sécurité des passagers. Donc ça c'est l'ITOPS. Ensuite, quand on veut s'aventurer au-dessus de l'Atlantique Nord, il faut suivre ce qu'on appelle les TRACS, ou pour être précis le NAT-OTS. C'est le North Atlantic Tracks Organized Tracking System. C'est un système, vous voyez les illustrations, qui vient créer des routes. On change ces routes 2 fois par jour. On dit aujourd'hui, pour traverser l'Atlantique, on passe par là. Pourquoi? Parce qu'on a moins de radars, on a moins de coverage et ça nous permet de séparer, de s'assurer que tout le monde est sur la même trajectoire et que les avions de ligne ne vont pas se rentrer dedans. D'habitude, il y a 8 tracks. En ce moment, avec la réduction du trafic mondial, il y a un seul track. Si vous avez un Concorde, pas besoin d'aller dans les tracks parce que c'est du niveau 290 au 410, lui volait du 450 au 600 et le vent n'était pas trop facteur pour lui parce que ces tracks prennent en compte le vent et s'assurent de vous faire économiser un maximum de pétrole grâce à des parcours intelligents. C'est bien pensé. Donc on a parlé de l'ITOPS qui vous autorise à venir vous éloigner à plus de 60 minutes à votre vitesse monomoteur d'un terrain de secours et qui va pouvoir vous amener à, voilà, comme je vous ai dit, des fois l'ITOPS 180 sans aucun souci, voire plus, qui implique une formation particulière. On a vu les TRACS qui impliquent une trajectoire particulière. Et eh bien, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour pouvoir traverser l'Atlantique? Eh bien, il faut avoir conscience un petit peu de où se trouvent les points d'appui SAR. SAR, c'est quoi? C'est Search and Rescue, c'est recherche et sauvetage. Vous êtes au milieu de votre track, vous avez une double panne moteur pour une raison X, Y ou Z. Où est-ce que vous allez? Alors déjà, vous sortez de votre track sur une certaine procédure. On ne fait pas n'importe quoi, il y a une certaine procédure, un certain sens à suivre pour pouvoir s'éloigner du trafic, justement, prendre la bretelle de sortie intelligemment. Ça, c'est très codifié, on y est entraîné. On apprend comment bien sortir de la track, certains câbles, toutes ces choses-là. Et une fois que vous êtes sorti de toute l'autoroute du ciel, maintenant vous êtes libre un peu de trajectoire. Parce qu'il ne faut pas compter sur le trafic aérien pour écarter les avions dans ce cas-là. C'est à vous vraiment de vous éloigner, un peu à l'ancienne. Il n'y a pas beaucoup de radar coverage, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de contrôle radar à cet endroit-là. Vous éloignez du trafic. Maintenant, vous êtes en dessous du niveau 290. Vous pouvez aller où vous voulez. Où est-ce que vous allez? Certains vous diront, bah, moi je continue vers ma destination, même si je vais faire quoi? Ou alors, eh bien vous faites quoi? Vous avez réfléchi à où se trouvent les terrains de secours et même les terrains d'appui que vont utiliser les secours. Les secours, ils vont venir avec quoi? Ils vont venir dans un premier temps avec des avions qui vont vous larguer du matériel et ensuite ils vont venir avec des hélicoptères. Les hélicoptères, ça prend plus de temps à venir, ça va moins vite et surtout, ça a une autonomie qui est plus restreinte. Donc si vous êtes en panne au sud du Groenland et que vous vous dites il me reste 2 heures de vol vers le Canada et que vous êtes à 1h15 du Groenland, eh bien vous tombez en panne, peut-être, je dis bien peut-être par chaque cas exceptionnel, vous avez tout avantage d'aller vers le Groenland, vous rapprocher d'un des terrains du Groenland de manière à ce que votre demi-heure de planée vous permet de rentrer à l'intérieur du range, comme on dit, de la portée des hélicoptères de secours qui viendront s'installer au Groenland, qui sont déjà en place au Groenland, et ça vous permettra de sauver plus de vies. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est où est-ce que je suis par rapport aux moyens de secours, parce que l'eau est quand même froide dans l'Atlantique Nord. Et ensuite, l'autre chose à prendre en compte, c'est maintenant on vole tous avec des iPads, hein, c'est prévu, on a notre documentation dessus, et vous connaissez tous Flight Radar, qui vous permet de suivre en temps réel les trafics aéronautique. Il y a la même chose pour le trafic maritime.
personnellement, moi je suis officier de marine à la base, eh bien, j'ai une application qui me dit en temps réel où se trouve le trafic maritime. Comme ça, si un jour j'ai ma double panne moteur, je vais essayer de me rapprocher peut-être d'un point d'appui ça, mais peut-être qu'il n'y a vraiment rien, je suis vraiment au milieu de rien. Eh bien maintenant, on va planer l'aéronef vers un bateau, on va se rapprocher d'un bateau de manière à pouvoir se ditcher, comme on dit, à pouvoir amérir le plus proche possible d'un bateau qui pourra nous porter assistance. N'oubliez pas qu'un bateau, ça fait du 15 à 25 nœuds, ça fait 30 à 50 km/h. Si vous posez à 50 km d'un bateau, il met 1 heure à arriver si vous êtes au courant que vous êtes là. Moi, je préfère me poser à 200 mètres. Hein. C'est pas mal. Et de préférence, un bateau de croisière, genre le Queen Mary 2. Comme ça, c'est sympa. Attention néanmoins, si vous faites partie de l'équipage, vous êtes récupéré par un bateau de croisière, ne prenez pas de champagne, parce que dès que les enquêteurs vont arriver, la piqûre, j'ai vu 18 piqûres pour mon accident sur le pont d'envol du Charles de Gaulle. Donc ne vous faites pas avoir sur un coup simple, ça pourrait vous envoyer en prison bêtement. C'était le conseil cadeau. Donc voilà, on a vu différents cas, on a vu un peu de bon sens paysan, comme on aime bien le dire dans l'aéronautique, et ça n'a rien de péjoratif, mais un peu de retour aux bases. Et donc l'idée c'est ça, c'est si vous vous retrouvez avec une double panne moteur, il vous reste du temps pour piloter l'avion si vous êtes en croisière ou en altitude. Si vous êtes en altitude de croisière, là vous avez 20 à 30 minutes devant vous. Si vous êtes à basse altitude, comme dans le cas de Sully, ça va aller beaucoup plus vite. Auquel cas, vos options de toute façon sont beaucoup plus limitées. Vous ne pourrez pas aller trop loin, mais si vous êtes bas, c'est que vous êtes proche d'un terrain. Donc d'un certain côté, vous êtes en haute altitude, vous avez du temps, mais vous êtes peut-être très loin de la civilisation, ça va être plus compliqué, il va falloir être assez fin dans votre décision de direction pour vous rapprocher de la civilisation. Vous êtes bas, c'est-à-dire que vous êtes proche des secours, parce que chaque terrain sur lequel un avion de ligne se met en œuvre a un certain niveau de SSIS, comme on dit, de secours. Donc vous savez qu'il y a des possibilités pour sauver votre personnel. Eh bien, c'est une certaine balance, une certaine dichotomie. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu le pourquoi d'une panne, généralement quelque chose qui vient de l'extérieur ou un problème de carburant pour une double panne moteur. Nous avons vu que l'équipage était préparé à ça, qu'il y avait différents checks à mettre en place et que le plus important, c'est justement de prendre le temps, de prendre le recul, de piloter l'avion pour être à la bonne vitesse, ensuite de naviguer pour éviter les autres avions et se mettre dans la bonne direction, et après de communiquer, non seulement avec l'extérieur mais également avec l'équipage, de manière à être bien efficace et avoir une bonne évacuation derrière. Ensuite, derrière, c'est déjà arrivé. Si c'est déjà arrivé, ça arrivera. Je vous le dis comme ça. Et ensuite, eh bien, les spécificités de la traversée nord-atlantique, qui est très bien réfléchie, et si ça arrive, c'est pas encore vraiment arrivé, ça arrive très rarement au-dessus de l'Atlantique Nord, c'est grâce à l'ETOPS, grâce à toute cette spécificité et cette augmentation des exigences à la fois pour l'avion, pour la maintenance et pour l'équipage. On a vu les TRAX, avec cette sécurité qui du coup a un impact sur la trajectoire en cas de double panne moteur tout de suite parce qu'il faut éviter vos camarades. Et ensuite, eh bien, cette logique de bulle de récupération et cette logique de quitte à me poser, autant me poser à côté d'un bateau, ça coûte pas plus cher, mais attention à l'alcool. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sinon, eh bien, dans tous les cas, pilotez l'avion, hein, même si vous êtes sur un avion léger, vous avez une panne moteur, eh bien, pilotez l'avion, vitesse de finesse max, et ensuite derrière, eh bien, vous allez pouvoir commencer à aller ce que vos instructeurs vous ont appris, à dérouler votre recherche de champ, vous posez dans le champ, ou alors vous ditchez s'il faut, au-dessus de la mer. Vous allez me dire, ah bah oui, mais de nuit c'est plus dur. Et oui, de nuit c'est pas forcément plus facile. Ou alors même de jour, hein, avec un plafond qui descend jusqu'au sol, ça va être compliqué. Mais les avions modernes, eh bien, quel est votre objectif généralement quand vous pilotez un avion moderne? Ça va être de vous assurer de garder de l'électricité et de l'hydraulique. Et pour ce faire, sur A320, on a la RAT, Ram Air Turbine, petite ailette qui vient sortir et vous donner de l'énergie pour permettre à vos ordinateurs de continuer à fonctionner parce que ce sont des avions qui ont besoin généralement d'ordinateurs pour fonctionner. Donc c'est très important et c'est tellement important que ça va avoir un impact sur la finesse de vos commandes de vol, d'où l'importance des fois, qu'on voit dans ce lit, d'appuyer sur l'APU, l'Auxiliary Power Unit, qui est un petit moteur situé à l'arrière de l'avion qui vient vous donner de l'énergie supplémentaire. Enfin voilà, ça c'était pour les puristes, parce que je sais que si on ne parlait pas, vous allez me dire « Ah, t'aurais pu parler un peu de ces choses-là ». Donc voilà, j'en parle, mais l'idée c'était pas de vous noyer, là, on est quand même là pour démocratiser un peu le sujet. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et on se retrouve dimanche prochain, 14h45, pour un autre thème, légèrement différent, et je vous dirai mardi de quoi l'on va traiter.
Excellente fin de week-end à vous, bonne reprise. J'espère que ce petit rappel sur la nécessité d'être toujours dans l'anticipation vous aidera au travail et pour la reprise. Et bon courage. Fly safe. Vol 209 à tour de contrôle d'Anvers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé.